Si nous sommes aujourd'hui le 20 avril, jour de naissance de Napoléon III, c'est le 9 janvier dernier, qui correspondait au 150e anniversaire de sa mort, que s'est tenue, à l'Institut de France, une journée historique et mémorielle dans une forme innovante. Sous l'égide de Jean-Claude Dion et Yves Brulet, l'École pratique des hautes études, l'Institut de France, se sont associés pour organiser une journée intitulée « 150 ans après, Napoléon III en débat ». La manifestation a pris la forme de 4 tables rondes thématiques, réunissant chacune 3 spécialistes de Napoléon III ou du Second Empire. Elle avait d'abord le souci d'éviter les écueils de la géographie et de la dénonciation, en proposant à un large public un portrait de Napoléon III et du Second Empire qui restitue, autant que possible, la complexité du personnage et du régime en les inscrivant, l'un comme l'autre, dans le contexte français, européen, mondial, du milieu du XIXe siècle. Les 4 tables rondes enregistrées sont désormais accessibles en podcast sur le site de l'Institut de France. Elle a très concrètement consisté à prendre part à la 3e table ronde de la journée consacrée aux aspects extérieurs du régime. Il s'agissait, en tant qu'historien du droit, d'apporter un éclairage sur les questions juridiques et institutionnelles en s'intéressant plus particulièrement à l'action extérieure, à l'action diplomatique. Cela supposait de mettre en évidence un certain nombre d'aspects du régime et de la période qui ne sont pas forcément les plus connus du grand public, tels que l'action réformatrice du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie française en Europe et dans le monde, tels que la contribution personnelle de Napoléon III, de ses ministres, de ses conseillers, de ses diplomates à la construction d'un ordre international reposant sur le droit international et sur une pratique dite multilatérale des relations internationales. C'était enfin l'occasion de s'interroger sur ce que la puissance peut recéler de juridique sous le Second Empire et plus largement au XIXe siècle, à l'heure où le droit français connaît un phénomène de diffusion assez considérable. Autant de sujets que j'ai abordés dans le cadre de ma thèse et sur lesquels il s'agissait en quelque sorte d'appeler l'attention. Les raisons sont innombrables, et il y a dans l'absolu autant de raisons valables qu'il y a d'étudiants. Mais s'il ne fallait qu'en retenir 3, je dirais que tout le monde y trouve son compte, en fonction de ses affinités, en fonction de son goût pour le droit. Les étudiants qui ont un goût plus prononcé pour le droit public auront à cœur de découvrir des aspects qui touchent au droit des libertés publiques, au droit constitutionnel, marqué par la matrice napoléonienne, des questions intéressantes qui touchent à la formation, à l'évolution du droit électoral, du droit de la fonction publique. Les pénalistes ne sont pas en reste, avec des aspects épineux et controversés autour de la loi de sûreté générale de 1858, des éléments intéressants également qui tiennent à la genèse du droit du patrimoine ou d'un droit de l'archéologie. Les étudiants qui entretiennent plus d'affinité avec les disciplines de droit privé seront sensibles et intéressés par l'élaboration d'un droit bancaire, par les développements importants du droit commercial, mais aussi du droit du travail. Quant à celles et ceux qui ont le goût des questions internationales, les congrès internationaux foisonnent, sont de plus en plus nombreux, sont encouragés dans le cadre d'une pratique multilatérale de la diplomatie. Des réflexions sur la notion de concert européen voient le jour, sur l'idée européenne même, avec un développement significatif de l'administration du ministère des Affaires étrangères et de l'institution diplomatique qui se traduit par une augmentation des postes extérieurs, notamment consulaires, et par un surcroît de leur activité. Évidemment, un lien existe entre Napoléon III et Nancy, plus exactement entre Napoléon III et la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy. Un certain nombre d'intermédiaires ont contribué à le nouer, parmi lesquels Prosper Guerrier de Dumas, avocat, notable nancéen, grande figure du catholicisme libéral. Aujourd'hui encore, son buste accueille les étudiants à l'entrée de la faculté, place Carnot. Il nous rappelle que cet homme a été le principal artisan de la réouverture de la faculté de droit. Il faut dire que le soutien nécessaire de l'empereur des Français à la création d'un tel établissement a été gagné de haute lutte par Prosper Guerrier de Dumas. Dès 1850, il fait circuler une pétition pour demander la création d'une faculté de droit à Nancy. Au printemps 1852, quelques semaines après le coup d'État du 2 décembre, il est de la délégation envoyée par le conseil municipal de Nancy auprès de Napoléon III
Napoléon III qui, dans la réorganisation du pays en 15 académies, a malencontreusement oublié Nancy. Prosper Guerrier de Dumas saura le lui rappeler. Sa ténacité sera finalement récompensée. Car une dizaine d'années après la création, en 1854, d'une faculté des lettres et des sciences, la faculté de droit est installée par décret du 9 janvier 1864, en plein centre-ville, au sein du palais de l'Académie. Guerrier de Dumas sera le premier recteur de l'université de Nancy. Et si l'on regarde attentivement ce bâtiment, on remarque qu'il porte trace du lien historique entre Napoléon III et la faculté. À l'intérieur, un portrait en pied de Napoléon III trône dans les salons d'honneur. La masse et le sceau, symboles de la faculté, sont précieusement conservés et présentés lors des cérémonies officielles telles que les rentrées solennelles, mais également les soutenances de thèse. À l'extérieur, on trouve une statue à l'effigie de l'empereur sur la façade du palais de l'université.